Je suis Judith Rodriguez, je suis maîtresse de conférences en études romanes à l'Université de Bourgogne. J'ai soutenu une thèse le 8 décembre 2012 sous la direction de Bernard Sicot à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense et son titre était L'écriture poétique de Thomas Segovia, les possibilités du nomadisme. Merci. Donc, ta thèse a-t-elle été l'aboutissement d'un parcours traditionnel? C'est-à-dire, on entend par là le parcours traditionnel d'un hispanisme, licence, master, thèse, ou au contraire d'un parcours plus singulier? Alors, il s'agit d'un parcours, ma foi, assez classique. J'ai d'abord fait une licence en espagnol à l'université Versailles-Saint-Quentin. J'ai ensuite fait une maîtrise tout en étant en Erasmus à l'université de Séville. Puis j'ai ensuite passé les concours, le CAPES et l'agrégation d'espagnol. Alors, j'ai passé l'agrégation d'espagnol en étant auxiliaire de conversation en Espagne. J'ai ensuite pris mon poste dans le secondaire. J'ai enseigné en collège et en lycée dans l'académie de Versailles. Et c'est pendant ces premières années d'enseignement dans le secondaire que j'ai continué des études de DEA et puis que j'ai fini donc le Master 2 puisque je me suis inscrite en DEA, mais c'était sur l'année d'articulation, l'année de réforme, l'année de changement. Donc inscrite en DE1 à l'Université Paris-Ouest et puis j'ai donc soutenu ensuite un Master 2 à l'Université Paris-Ouest. Et quel était l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de votre thèse? Était-ce un sujet qui s'inscrivait dans le prolongement des travaux menés antérieurement dans le cadre du DEA? Alors effectivement, c'était le cas. Alors le mémoire de maîtrise que j'avais fait sous la direction d'Emmanuel Vincenot était d'abord un mémoire en cinéma. Donc mes premières amours en recherche, c'était l'image filmique. Mais je me suis ensuite tournée vers d'autres corpus, vers d'autres littératures au cours du DEA. Donc en DEA, à Paris-Ouest, on avait la possibilité de choisir différents séminaires. Moi, j'avais eu l'opportunité de suivre le séminaire de Marie-Claude Chaput, du professeur Darbord, du professeur Jean Canavaggio et le séminaire de Bernard Sicot. Alors Bernard Sicot, pendant cette année, nous avait présenté le corpus sur lequel il travaillait, qui était le corpus des hispano-mexicains. Et c'est donc au cours de cette année-là que j'ai découvert l'écriture de ce que l'on appelle les enfants de l'exil. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers travaux sur cette génération. Et j'avais déjà donc écrit un mémoire de Master 2 sur l'écriture de Thomas Segovia. Alors, je l'avais appelé l'entre-deux et l'au-delà dans l'écriture, dans la poésie de Thomas Segovia, apprentissage et maîtrise du déracinement. Donc voilà, la question du déracinement, la question du nomadisme était déjà présente dans ce travail de Master 2. Et c'est donc voilà, dans le prolongement de ce premier travail que j'ai ensuite continué mes travaux de thèse. Et pourriez-vous nous dire, en quelques phrases seulement, ce que vous avez cherché à démontrer dans votre thèse? Autrement dit, quelle était la thèse de votre thèse? Alors, c'est un travail qui se voulait, alors à l'époque, c'est vrai que c'était un corpus, on avait là un corpus poétique de près d'une vingtaine de recueils qui n'avaient pas encore été, totalement ou tout à fait analysés. Donc, il s'agissait de faire les premiers travaux de plus grande ampleur sur l'œuvre de Thomas Segovia, et il s'agissait de définir sa poétique. Alors moi, j'étais partie sur, d'abord, ce qui m'intéressait, c'était surtout la question de l'engagement politique, peut-être la présence aussi de l'Espagne républicaine dans l'écriture de ces générations. Alors, peut-être pour citer très, très rapidement, Thomas Segovia fait partie de ce qu'on appelait les enfants de l'exil, les enfants de la guerre, los niños de la guerra, donc nés en Espagne. Thomas Segovia est né en 1927 à Valence. Et puis ensuite, il est passé par la France, le Maroc français, il est passé par New York, par Ellis Island, avant d'arriver au Mexique, terre dans laquelle il a été greffé, si on veut utiliser la métaphore végétale, terre dans laquelle il s'est enraciné.
Donc, on a là une génération de ce qu'on appelle les hispano-mexicains. Et donc, moi, ma première question, la question que je me suis posée au tout début, c'était quelle était la place de l'héritage, quelle était la place de la filiation avec l'Espagne. Et donc, j'ai démarré sur cet axe-là. Très rapidement, je me suis rendu compte aussi en lisant les poèmes, en lisant et en relisant les poèmes de Thomas Segovia, qu'on n'y trouvait pas d'Espagne nostalgique, qu'on n'y trouvait pas d'Espagne livresque, qu'on n'y trouvait pas l'Espagne de la carte postale, et qu'il s'aventurait sur d'autres terres. Et de fait, quand on a fait une petite analyse lexicale, hein, en moulinant le corpus poétique, on s'est rendu compte que les mots qui étaient le plus utilisés, c'était le mot amour, c'était le mot tiempo, amor, tiempo. Voilà, donc on était plus rarement, on n'était pas complètement dans cet héritage militant, dans cet héritage politique de l'Espagne républicaine. Et donc voilà, je me suis lancée sur cette ouverture du nomadisme, et donc j'ai essayé de démontrer en trois parties dans cette thèse comment l'écriture était elle-même une écriture nomade, une écriture de la synthèse, une écriture de l'articulation entre deux terres et même plus. Donc à la fois l'écriture, à la fois les thématiques, à la fois les parcours. Et puis j'ai fait une troisième partie ensuite pour montrer que c'est une écriture aussi qui s'inspire beaucoup de la peinture, qui s'inspire beaucoup de la musique. Donc j'ai parlé d'une écriture pan-esthétique, hein, qui métisse différents matériaux. Voilà. Quelle a été la réception de ce poète que vous étudiez dans votre thèse en Espagne, au Mexique, peut-être dans d'autres aires géographiques et culturelles? Et est-ce que cette réception a pu évoluer dans le temps? Alors, c'est un auteur qui est publié à la fois en Espagne et à la fois au Mexique. Au Mexique, il est souvent plus connu pour ses essais, même s'il a reçu un des plus grands prix, hein, en littérature, en poésie, qui est le prix Juan Rulfo. Donc la présence est forte, la présence est solide, et il fait réellement partie, hein, de cette galaxie des auteurs qui gravitent autour de cette génération autour d'Octavio Paz. Par exemple, la génération, si on devait le situer au Mexique, ce serait la génération de la Casa del Lago. Donc une présence forte, une présence solide au Mexique. Donc il a été d'abord édité en Amérique, au Mexique, et puis ensuite c'est la maison d'édition Pretextos à Valence qui a également publié ces recueils en Espagne. Il est effectivement un parti très jeune au Mexique, où il s'est enraciné, et puis il a vécu la fin de sa vie entre le continent américain et l'Espagne et la péninsule ibérique, entre LDF au Mexique et Madrid en Espagne. Donc reconnu dans les deux, il est difficilement classifiable, c'est-à-dire qu'on le retrouvera parfois en littérature espagnole, on le retrouvera parfois en littérature mexicaine. Donc c'est une difficulté pour les enseignants, nous qui aimons bien mettre des étiquettes, et puis une difficulté pour les libraires également, qui ont parfois des difficultés à le situer entre l'Espagne et l'Amérique latine. Avez-vous un poème préféré et accepteriez-vous de nous en lire un extrait? Alors, je n'ai pas particulièrement de poèmes préférés. J'ai tout récemment travaillé sur la poésie érotique, hein, qui était un pan que je n'avais pas tout à fait travaillé dans la thèse. Donc, il a quelques poèmes érotiques. Alors, attention peut-être aux oreilles chastes, parce que ce sont des poèmes qui n'ont pas peur, hein, de dire la rencontre de la chair. Alors, il y a ici une édition des sonnets qui ont été traduits, hein, notamment par Bernard Sicot. Et donc, alors, des sonnets érotiques, des sonnets de facture absolument impeccables, hein, encorsetés dans la structure du sonnet, mais avec des licences thématiques qui sont très osées parfois et très ambitieuses. Alors ici, c'est un sonnet qui parle de ces bouts de tissu qui sont des frontières entre l'homme et la femme aimée, ici en l'occurrence. Donc c'est le sonnet numéro 6. No sabréis nunca el odio que alimento
infame tejedor, sastre canalla, hipócrita modista que malaya, por vuestro arte y su cruel tormento. Pues no es infamia, niña, que un fragmento de nylon deleznable o una malla de fino jersey sean la muralla en que se estrella el ardor más violento. Y una hebra del éxtasis me aparte y cierre el paso a tu pezón y el grueso de un hilo al foso que mi sexo anhela. Mas yo haré trizas tu textil baluarte y he de asaltar tu piel a puro beso y al ariete forzar tu ciudadela. Donc voilà, on est à la fois aussi sur un champ lexical du combat qui est particulièrement ici présent. Voilà. Si vous aviez une œuvre de cet auteur à recommander pour un lecteur curieux qui ne le connaîtrait absolument pas, quelle œuvre conseilleriez-vous comme une sorte de porte d'entrée? Oui. Alors, une porte d'entrée pourrait être un des recueils qui, je crois, est l'articulation de son parcours. Ce serait sans doute le recueil Anagnorisis, l'anagnorèse. Alors, Anagnorisis, c'est ce moment ce moment de la révélation. C'est ce que ça veut dire, hein. C'est la révélation de soi, la révélation de l'identité, hein. C'est un peu comme Ulysse, quand il revient à Ithaque, l'anagnorèse d'Ulysse, c'est le moment où il tue tous les prétendants à Pénélope. Donc, Anagnorisis, c'est un des recueils, je crois, qui arrive à l'articulation, au fondement d'une. Je pense que c'est le démarrage de ce qui fait l'identité de la poétique de Thomas Segovia, Anagnorisis. Ensuite, peut-être donc celui-là pour bien le comprendre, pour bien entrer dans l'écriture. Et puis après, peut-être aussi sans doute les tout derniers recueils. Alors les tout derniers recueils qui sont d'une clarté, d'une luminosité incroyable, d'une grande sagesse aussi, un enracinement très très fort dans le moment présent, dans le quotidien, dans le végétal. Alors avec l'affirmation d'un corps qui est en ruine, et il le dit, yo tengo un cuerpo en ruina, et à la fois une ouverture et un émerveillement sur le monde qui est assez puissant et assez déroutant pour un poète qui écrit à l'âge de plus de 80 ans sur les derniers recueils. Voilà. Mis à part votre directeur de thèse, quelqu'un a-t-il joué un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou bien pédagogique dans ce travail de thèse et dans la rédaction même? Alors, la liste, elle pourrait être très longue parce que moi, j'ai fait une thèse, je l'ai commencée en 2006 et je l'ai soutenue en 2012, donc ce sont 6 ans, c'est quand même un bon bout de vie. Donc, j'ai eu l'occasion, bien sûr, hein, de pouvoir échanger avec les collègues, avec les amis, avec les amis doctorants tout au long de ces années sur les séminaires, et notamment le séminaire hein, de Bernard Sicot, et avec les camarades hein, qui travaillaient sur ce même corpus et sur d'autres auteurs. Bien sûr, les collègues de l'Université de Paris-Ouest et les collègues de l'Université de Limoges, hein, avec qui, bien sûr, on échangeait souvent. J'ai eu la chance aussi de pouvoir rencontrer l'auteur. Donc, je crois que à la fois, c'était important. Ces différents rendez-vous étaient importants pour moi, mais mon directeur de thèse m'avait aussi demandé de bien prendre garde aussi à ne pas prendre tout ce qui m'était apporté par l'auteur comme vérité totémique. Donc voilà, je pense que le contact aussi les rencontres qu'on a eues avec Thomas Segovia m'ont permis aussi peut-être d'un peu mieux comprendre les enjeux de cette écriture, c'était important. Et puis bien sûr, ensuite, il y a tous les proches hein, qui supportent avec patience le projet pendant toutes ces années-là. Et vous souvenez-vous des plus grandes difficultés rencontrées pendant la thèse? Oui, alors la principale difficulté, c'est sans doute la gestion du temps, parce que quand on travaille en littérature, je crois, peut-être à la différence de ceux qui travaillent dans des laboratoires avec des pipettes, je pense qu'on a un travail qui inonde le temps personnel. Donc là, il faut savoir peut-être poser des limites, et ça, c'est une vraie difficulté, poser des frontières qui puissent être étanches entre le travail de recherche et la vie personnelle, et puis le travail aussi, les cours, hein, le travail à l'université. Et puis ensuite, il y a une deuxième difficulté, je crois qu'elle tient aussi au corpus poétique. La poésie est un matériau qui ne se livre pas facilement.
Donc il faut lire, il faut relire. Donc voilà, moi je crois que j'ai eu aussi beaucoup de difficultés souvent dans la rédaction à tricoter et puis ensuite à détricoter. Donc j'ai souvent joué les Pénélope ici. J'avais cette sensation parfois d'avancer, de reculer, tricoter, détricoter hein, au fur et à mesure de mes lectures, mais surtout de mes relectures. Donc peut-être deux difficultés principales, hein, cette gestion des espaces et du temps, et puis la difficulté qui est propre hein, à ce corpus poétique. Qui étaient les professeurs composant votre jury? Alors, la présidente de mon jury, hein, Zoraida Carandel, hein, de l'université Paris-Ouest, Florence Olivier, qui était membre du jury également, Madame Annick Allègre, qui était présente aussi, Bernard Sticot, donc le directeur de thèse, et Manuel Aznar Soler, hein, de l'université autonome de Barcelone. Et d'une manière générale, quels souvenirs gardez-vous de la soutenance? Alors, c'est à la fois, c'est assez contradictoire, assez contrasté dans les souvenirs que je garde de ce moment-là. À la fois un trac, un stress, une angoisse énorme, hein, l'impression de pas être en mesure de répondre efficacement ou l'impression que le blanc peut arriver très très vite. Donc ça, c'est une sorte de vertige hein, qu'on sent à ce moment-là. Et puis, je crois quand même beaucoup de bienveillance sur une soutenance qui est longue, mais pendant laquelle on a pu échanger de façon assez constructive avec les différents membres du jury qui avaient lu la thèse avec beaucoup avec tous ces détails. Donc, on est allé parfois sur des petites choses, on est allé alors sur des grandes choses. Hein, on a passé un peu de temps à discuter du titre, notamment sur ce substantif, hein, sur les possibilités. Et puis, alors, on est allé ensuite sur des plus petites choses. Donc, voilà, à la fois beaucoup d'angoisse et à la fois, je crois aussi, je crois qu'on est un peu fier sans doute hein, d'arriver après 6 ans de labeur, d'arriver à présenter un travail qui est plus ou moins construit. Donc voilà, c'est un moment à la fois angoissant, mais qui procure sans doute beaucoup de plaisir. Dans quelle mesure l'enseignante-chercheuse que vous êtes aujourd'hui a-t-elle été modelée par les recherches entamées pour votre thèse, pardon, et aussi aujourd'hui, travaillez-vous toujours les mêmes sujets ou avez-vous complètement bifurqué vers d'autres domaines? Oui, alors, dans quelle mesure est-ce que j'ai été façonnée par cette thèse? Je crois que j'ai beaucoup appris peut-être sur le décloisonnement. J'ai beaucoup appris en travaillant sur cette thèse. Alors, on travaillait la question des identités, la question des appartenances. Et je crois que j'ai appris peut-être à décloisonner, à comprendre la littérature en langue espagnole de façon un peu plus globale que d'un côté la littérature espagnole et la littérature latino-américaine. Donc, tout ça, ça a été pour moi un vrai apprentissage. Et de fait, aujourd'hui, en tant que chercheur, hein, je regarde des deux côtés. Moi-même aussi, je suis sans doute située comme ça entre deux eaux. Ce qui se passe sur le continent américain m'intéresse, ce qui se passe en Espagne m'intéresse également. Donc voilà, ce nomadisme dont j'ai parlé dans la thèse, il est peut-être aussi présent dans mes recherches actuellement. Alors, je continue à travailler un petit peu sur le corpus de Thomas Segovia. Toutes les zones d'ombre, il y en a beaucoup hein, que j'avais pas eu l'occasion de travailler pendant la thèse. Hein. J'y reviens avec plaisir. Hein. J'ai pu faire des travaux sur les tout derniers recueils de Thomas Segovia, les recueils de la sage vieillesse. L'an dernier, j'ai pu travailler sur les sonnets érotiques de Thomas Segovia. Donc voilà, je garde ce corpus-là sur lequel je reviens avec plaisir. Mais c'est vrai que voilà, j'ai ouvert un petit peu aussi mon champ des possibles en recherche. Mais ces questions-là, c'est toujours une question à la fois de hasard et de nécessité, une question de rencontre. Et là, j'ai ouvert aussi sur l'image, roman graphique et bande dessinée qui m'intéresse aussi particulièrement, toujours avec cette présence, ce pan peut-être de l'écriture militante, de l'écriture engagée, de l'écriture politique. Donc voilà, le corpus est là, j'y reviens avec plaisir, mais je continue au-delà du corpus ségovien. Vous avez évoqué donc cette nouvelle orientation de vos recherches vers le roman graphique.
Quels sont les romans graphiques que vous étudiez plus particulièrement? Est-ce que vous auriez même éventuellement un conseil de lecture? Oui, tout à fait. Alors, le roman graphique, voilà, c'est le fruit aussi d'une rencontre hein, à l'université de Bourgogne. Donc là, moi, alors c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse hein, depuis toujours. On a fait quelques travaux récemment, un colloque aussi, je crois, assez important sur le roman graphique et la BD reportage. Donc c'est là un pan qu'il fallait ouvrir hein, et qui convient, je crois, aussi de continuer à travailler. Je m'intéresse maintenant, les prochains travaux que je suis en train de faire sur romans graphiques et les questions de migration. Les questions de migration, peut-être un conseil. Alors ici, un roman, comment on va le qualifier et vous voyez que ça va être à l'articulation à la fois de la BD et à la fois de la poésie, un ouvrage difficile à classer, qui est Como si nunca hubieran sido, qui est à la fois de la bande dessinée et à la fois de la poésie. Ce sont donc deux frères, Javier Gallego, Juan Gallego. Javier Gallego qui est poète, mais qui est également un journaliste. Et donc, c'est son frère, Juan Gallego, qui a ensuite fait une BD à partir d'un poème de Javier Gallego. Como si nunca hubieran sido, ce sont tous ces migrants qui perdent la vie dans ce cimetière ouvert qu'est la Méditerranée. Voilà, donc ici aussi, c'est un corpus qui est difficile. Ce sont des images qui sont extrêmement puissantes. Donc voilà, à prendre aussi sans doute avec précaution. Et il faut là s'immerger, donc le dessinateur, le peintre, ce parti pris de descendre sous l'eau et raconter ce qu'il se passe, ce que l'on ne voit pas, ce qui est immergé, submergé par ces vagues de la Méditerranée. Donc voilà, peut-être ici un conseil, como si nunca hubieran sido, de Javier et Juan Gallego. Avez-vous relu votre thèse? Alors, je l'ai relu, oui, je l'ai relu parce que j'ai eu la possibilité de la publier. Et donc, il fallait évidemment la retravailler, bien sûr en prenant en compte hein, les différentes remarques, les différents commentaires et les différentes corrections qui m'avaient été apportées lors de la soutenance. Alors, c'est vrai que c'est une édition qui s'est faite assez rapidement suite à la thèse. Donc, je l'ai relu sur l'année suivante. Moi, j'ai soutenu en 2012. J'ai pris contact avec l'éditeur en janvier 2013. Et puis ensuite, voilà, le processus a duré plus d'un an entre les demandes de subventions, d'aide à la publication, entre les demandes d'autorisation aussi pour les images qui étaient dans cet ouvrage. Et puis pour les corrections, il fallait me délester d'un appareil critique, d'un appareil de notes qui était très lourd et qui était très indigeste. Voilà, et puis peut-être rendre cette rédaction un peu plus facile. Donc voilà, c'est une relecture qui a eu lieu donc dans l'année 2013, une relecture pour correction, une relecture pour édition ici. Très bien. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner à de jeunes doctorants et lesquels? Alors, je ne suis pas sûre d'être bien placée hein, pour donner des conseils à des doctorants parce que je commence à peine hein, dans cette trajectoire et dans ce parcours professionnel hein, qui est celui de l'enseignement à l'université. Peut-être au regard de mon parcours, le premier conseil, mais c'est sans doute enfoncer des portes ouvertes, mais c'est la persévérance. La persévérance parce que c'est une course au long cours et donc il faut effectivement s'armer de courage et s'armer de résistance et de persévérance pour aller jusqu'au bout. Et puis peut-être un deuxième conseil, mais là c'est un conseil que moi je n'ai pas pu appliquer, mais que j'applique aujourd'hui dans mes différentes recherches et qui je crois nourrit énormément les analyses et les réflexions que l'on peut mener, c'est de s'intéresser à ce qui se fait parfois ailleurs dans d'autres disciplines. Alors c'est peut-être encore la question ici du décloisonnement qui est présente.
Mais je crois, moi, dernièrement, et les contacts que j'ai eus, participer à des séminaires d'autres disciplines. Alors, quand je dis d'autres disciplines, c'est l'anthropologie, c'est l'histoire, c'est la sociologie. Voilà, sortir des terres connues qui peuvent être pour nous la littérature et aller vers ces horizons-là. Je crois que ça nourrit énormément la réflexion, ça nourrit énormément nos analyses. Donc voilà, peut-être si ces doctorants, voilà, ceux qui mènent cette bataille, ce travail des travaux de thèse, s'intéresser à ce qui se fait sur les séminaires à côté pour ensuite nourrir le travail, son propre travail. Pouvez-vous nous lire la première phrase de votre thèse? Oui. Alors elle est là, cette première phrase. Après la page des remerciements, l'introduction, et la phrase est la suivante, hein. Il est un portrait de Tomás Segovia peint par Ramón Gaya en 1949 qui semble dire avec justesse quelle a été la place de ce poète dans le panorama des lettres hispaniques. C'est une phrase qui me permettait, alors j'ai commencé l'introduction en essayant de peut-être pas tout à fait tomber dans le piège biographique, mais j'ai voulu mettre en avant dès le début. Alors voilà, c'est une introduction et en regard, il y a le tableau du peintre Ramón Gaya et j'ai voulu mettre en avant l'affinité de regard entre ce peintre valencien qui est de 17 ans, l'aîné de Tomás Segovia, qui a été une présence tutélaire, une présence totémique, hein, je crois, pour le poète. Et j'avais donc décidé de faire cette introduction à partir de cette toile, à partir de cette peinture qui se trouve au musée Ramón Gaya à Murcia. Et j'avais donc tenté de montrer comment cette toile, comment ce tableau, qui était déroutant, pouvait déjà montrer quelle était la place de Tomás Segovia. Alors c'est une toile qui montre Tomás Segovia qui est en marge, comme mis en marge dans le tableau. Le centre de tableau, c'est le mur blanc. Et donc voilà, j'avais tissé là cette métaphore de la mise en marge, j'avais tissé là cette métaphore de l'exclusion et puis cette métaphore de l'acceptation du nomadisme. Et donc voilà, j'avais ici essayé d'articuler peinture et poésie pour le démarrage thématique ici de la thèse. Enfin, une dernière question, peut-être plus personnelle. Si vous deviez modifier quelque chose dans votre thèse, qu'est-ce que ce serait? Y a-t-il un élément qui vous chagrine à la relecture ou qui vous gêne, voire vous fait honte? Alors, il est très, très difficile de relire ses propres écrits. Enfin, moi, ça m'est difficile. Quand je relis la thèse et quand j'ai eu à la relire, je me rends compte peut-être aussi du chemin parcouru, parce que la thèse, véritablement, c'est le début de quelque chose. Donc, il y a sans doute il y a des maladresses, il y a des difficultés à définir. Il y a parfois, je crois que quand on commence et quand on a peut-être ce déficit d'expertise et ce déficit d'autorité. Donc, on a tendance à lester tout ça de citations, à lester à proposer un appareil critique, conceptuel et théorique fort. Et c'est parfois indigeste. Donc, je pense qu'il faudrait tailler un petit peu tout ce travail-là et puis peut-être aller un peu plus droit au but, à l'essentiel. Et bon, c'est vrai que c'est un travail que j'avais déjà fait dans la relecture en 2013 pour la publication. Et c'est à ce travail-là que je m'étais consacrée. Donc, tailler, corriger toutes les maladresses. Et puis, sans doute, en un sens, prendre un peu plus confiance en soi. Garder évidemment un appareil conceptuel, théorique et méthodologique fort, mais se laisser un peu plus de place pour l'affirmation. J'effacerai aussi sans doute toutes les modélisations que j'ai l'habitude d'utiliser, les peut-être, les sans doute, les je crois, qui sont très présents dans ma prose. Avec, voilà, je pense qu'il faudrait que je sois plus affirmative. Alors, il y a aussi une critique qui m'a été faite sur ce travail-là. On m'a reproché, alors c'est un critique espagnol, hein, le haut du panier en Espagne, qui m'avait donc demandé de lui envoyer l'ouvrage, ce que j'avais fait, et qui m'avait d'une certaine façon reproché ma trop grande empathie
trop grande empathie pour le texte de Thomas Segovia. Donc, il y a peut-être quelque chose là aussi à tailler, à limer ou à travailler, avoir un regard peut-être un peu plus, moi aussi peut-être un peu plus critique sur ce corpus-là. Ce qui fait déjà pas mal de boulot, je me rends compte. Oui, Voilà. c'est très ambitieux. C'est un travail sur Ouais. Merci beaucoup, Judith Rodriguez, pour le temps que vous nous avez consacré. Et puis, bonne continuation dans votre brillante carrière d'enseignante-chercheuse. Merci beaucoup à vous et bravo pour cette initiative.